Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les professeurs, Monsieur l'avocat général, chers collègues, chers amis, je dois commencer par vous dire que je suis parfaitement illégitime à intervenir devant vous. Je crois que je suis là du fait de l'amitié qui me lie avec mon collègue Alain Pariante et avec mon confrère Florent Gaulier-Camus. Je les remercie néanmoins de m'avoir invité pour au moins 3 raisons. La première, c'est que ça me permet de revoir de l'année, c'est toujours plaisant. La deuxième raison, c'est qu'intervenir devant un amphiplein en finances publiques, je crois que ça ne s'était pas vu depuis le dernier millénaire. Je me rappelle des prêches enflammées du doyen Douat à l'université de Rennes à ce sujet. Voilà. Et puis, il y a ce côté apaisant quand on rentre dans cet amphithéâtre de trouver une bouteille de vin devant son pupitre. Monsieur l'avocat général, il faudrait vous en inspirer quand on va plaider devant la Cour des comptes. Moi, je me souviens avoir plaidé une affaire qui s'appelait GCS de la Côte-Fleurie et le représentant du parquet, pendant toute l'audience, avait dit GCS de la Côte-Rôtie. Et je m'étais dit, à la Cour, on sait vivre. Voilà. Alors, pour être sérieux 2 secondes, ça va. Alors, bon, je prends la parole au moment où j'aurais dû la rendre, hein, donc tout le monde attend la pause café avec impatience, donc je vais sabrer, je vais essayer de ne pas redire tout ce que vous avez déjà dit. Simplement, pour tenter de la responsabilité des gestionnaires publics, dire 2 mots de la façon dont ça se passait avant, bien que mon collègue l'ait dit. Il y avait 2 régimes. Alors, ce régime où il n'y avait pas de DB, bon, bah, tout ça conduisait à des amendes. Alors, j'ai fait un calcul pour 2018. En 2018, il y a eu 206 condamnations pour 36 616 € d'amende. Et puis, lorsqu'on était en DB, alors là, c'est un peu plus sérieux pour le DB. La Cour des comptes a prononcé en 2018 341 DB pour 36 100 000 €. Les chambres régionales des comptes en ont prononcé 528 pour 17,7 millions d'euros. Si vous faites le total de tout ce que je viens de vous dire, il y a eu 869 condamnations qui ont représenté un montant total de 53 800 000 €. Mais le ministre des Finances a pu remettre 53 638 600 €. C'est-à-dire, monsieur l'avocat général, vous avez fait tout ça pour 161 400 € en 2018. Voilà. Je peux vous taquiner, nous sommes entre nous. Tant mieux, parce que ça fait 0,09% du budget des juridictions financières. Donc, en termes d'efficience, ce serait à supprimer d'urgence. Alors bien sûr, hein, attention les étudiants, il y a un pouvoir dissuasif, hein, voilà. Mais celui-là, il est impossible à chiffrer. Et donc, cette responsabilité objective, ben, le résultat, c'est qu'elle servait à rien. Donc l'idée de la réforme, qui au départ n'est pas mauvaise, c'est est-ce que l'on va pouvoir dépasser cela, trouver une autre solution ? Tout ce temps passé à prononcer ces sanctions qui vont être de toute façon réduites par le ministre des Finances, c'est absolument chronophage, ça épuise les juridictions financières, ça éloigne aussi des métiers du chiffre nos étudiants qui ont peur en se disant « Oh là là, une responsabilité pécuniaire des gens publics, hein, il est de plus en plus difficile de trouver des étudiants intéressés par la carrière publique ». De sorte que le nouveau système est finalement un système allégé, il n'y a plus rien à réparer, on va sanctionner pour l'histoire. Alors, mon collègue l'a très bien dit, on est dans un mécanisme de sanction, un mécanisme punitif. Est-ce pour autant qu'on va vers la sphère pénale ? Alors, je ne le pense pas, mais encore une fois, comme je suis tout à fait illégitime à en parler, peut-être que j'aurai tort. Mais je pense que le système répressif, si vous voulez, est un système de façade. Lorsque l'on prend le nouveau code des juridictions financières, eh bien, on se rend compte que c'est une cousinade avec l'ancien code. Les articles sont les mêmes. Il y a finalement 2 affaires qui sont un peu différentes. A disparu l'omission volontaire de déposer des déclarations fiscales et est apparue la procédure de mandatement d'office. Mais à part ça, il ne s'est rien passé. Il faut que quelque chose change pour que rien ne change. Alors,
ça n'est pas, à mon avis, dans la nature des infractions qu'il va falloir rechercher l'évolution, mais c'est plutôt dans la qualification qui ouvre droit à une sanction. Et alors là, les rédacteurs de l'ordonnance se sont surpassés. Donc, on a cette faute grave dont tout le monde, mes brillantissimes collègues ont parlé, hein, qui est prévue à l'article L131.9 et L131.10 du Code des juridictions administratives. Donc, pour pouvoir arriver finalement à une amende, il va falloir remplir 6 conditions. Il faut une infraction, il faut une faute, il faut que cette faute soit grave, il faut qu'elle ait causé un préjudice, il faut que ce préjudice soit financier et il faut que ce préjudice financier soit significatif. Ça fait 6 conditions à remplir. Lorsqu'on lit ces articles L131.9 et L131.10 du Code des juridictions financières, pardonnez-moi, on est très attristé. Voilà. On se dit, le rédacteur n'a pas passé le cap de la 2e année de droit à la fac. Oui, parce que, si vous voulez, une infraction, c'est un comportement actif ou passif qui est prohibé par la loi et qui va donner lieu à une éventuelle condamnation. Donc, une infraction est une faute. Voilà. Donc, l'article commence par un pléonasme juridique. Il aurait quand même été plus simple de se limiter au terme infraction ou au terme faute. Et ensuite, ici, à supposer qu'il y ait une infraction constitutive d'une faute, elle ne donnera pas nécessairement lieu à sanction. Il faudra que la faute soit grave. Alors, la faute grave. Droit du travail, je connais la faute simple, je connais la faute lourde, je connais la faute grave. Mais alors, en matière financière, je connais la faute grave, mais je ne connais pas la faute pas grave. Et donc là, le texte est fait de telle façon que, monsieur l'avocat général, vous allez être obligé de nous expliquer ce que c'est que la faute pas grave. Bon. Et donc, et pour la faute pas grave, il n'y a pas de sanction. Alors, transposé au droit pénal, ça donne, il est interdit de vendre de la drogue, il est interdit d'en acheter, il est interdit d'en consommer, mais monsieur le doyen, vous pouvez fumer votre petit joint du matin sans risque. Hein. Donc, ceci n'est pas très sérieux. Voilà. Ensuite, Stéphanie l'a dit, il faut qu'il y ait un préjudice, que ce préjudice soit financier, que ce préjudice financier soit significatif. On aurait bien aimé avoir une échelle de la significativité, or on n'en a pas. Donc le résultat de tout ça, c'est que la Cour des comptes va devoir arrêter une jurisprudence de ce qu'est la faute grave et de ce qu'est la faute pas grave, pas sanctionnée, une nouveauté intellectuelle extraordinaire, et il va falloir aussi déterminer le préjudice financier significatif ou non significatif. À la seconde où la Cour des comptes va faire ce travail énorme, on va nous expliquer que nous sommes dans une situation d'odieux gouvernement des juges. Il aurait été plus simple de réfléchir à une rédaction claire, en allant puiser peut-être dans ce qui se fait en pénal. Tout ceci va conduire à une processualisation, me semble-t-il, du contentieux financier. Alors bien sûr, il y aura beaucoup moins d'affaires, mais les affaires vont être beaucoup plus complexes. Y a-t-il infraction? Dans l'affirmative, de qui? L'article L131.9 dit on peut être exonéré si on prouve qu'on a agi sous un lien de subordination. J'ai reçu un ordre. L'ordre peut être oral. Donc, il va y avoir tout le débat de « j'ai reçu un ordre, je n'ai pas donné d'ordre ». Débat sans fin. Ensuite, on peut s'exonérer si on est capable d'apporter un ordre écrit. Donc, on va garder tous les mails qu'on échange les uns les autres, etc., en se constituant une base de données d'une vie entière à recevoir des ordres et à en donner. On peut être exonéré par des circonstances exceptionnelles, etc., etc. Mais une fois que vous aurez cette infraction, qu'on saura de qui elle vient, encore faudra-t-il savoir si c'est une faute et si c'est une faute grave. Alors, il y a une affaire récente, le 6 octobre dernier, où on a vu
3 présidents de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale du Cantal condamnés pour ne pas avoir respecté le code des marchés publics, hein, et l'amende a été de 300 €. Est-ce que la faute était grave? Non. Voilà. Très sincèrement, je me mets à votre place. Comment allez-vous faire? Voilà. Si ça, c'est une faute grave, alors, bon, tout est grave. Mais si vous dites que c'est une faute pas grave, alors le mauvais avocat que je suis va vous dire, ça veut dire qu'on peut ne pas respecter le code des marchés publics sans crainte. Et donc, tout ça évidemment, va conduire à des débats infinis devant la Cour et donc conduire à une processualisation interminable de ces affaires. Alors, le parquet peut être tenté, c'est ce que le professeur Damaré a écrit, de dire, eh bien, on va faire des signalements article 40, on va se débarrasser de ces dossiers en les envoyant aux juges pénaux. Alors, il faudra que le parquet nous dise ce qu'il en pense. J'ai lu qu'hier, il y avait eu une réunion entre le parquet financier et les parquets judiciaires de Nouvelle-Aquitaine. C'est donc bien que le parquet a une idée derrière la tête à ce sujet en multipliant les articles 40 pour sans doute écarter les petits dossiers, peut-être. On ne sait pas. Enfin, on verra cet après-midi ce que vous nous direz sur le sujet, mais moi, je ne pense pas que le parquet va multiplier les procédures article 40, d'abord parce que la Cour des comptes se fait une haute opinion de sa fonction et elle a raison. Ensuite, parce que beaucoup des fautes ne relèvent pas du droit pénal, beaucoup des fautes des gestionnaires publics ne relèvent pas du droit pénal. Et puis enfin, parce que les juges pénaux sont submergés et qu'il y a peu de chances qu'ils puissent instruire toutes ces affaires. Voilà pourquoi la pénalisation me semble être un risque théorique. Alors, 1 minute encore, 2 minutes peut-être. Le sujet, quand même, c'est d'évoquer le préjudice financier pour les collectivités. Alors, la faille, l'angle mort, le trou dans la raquette de la réforme, c'est comment fait-on pour récupérer son argent? Parce que là, nous n'avons rien. C'est le vide absolu, c'est la vacuité absolue dans l'ordonnance. Prenons un exemple très simple. Voilà une collectivité qui, par une faute grave de sa commune, se trouve lésée de 100 000 €. Comment la commune va-t-elle faire pour récupérer ces 100 000 €? Alors, il y a plusieurs solutions. Elle peut agir devant le juge pénal, elle peut agir devant le juge administratif, elle peut agir devant le juge civil. Tout dépend de la nature de la faute et puis tout dépend aussi du choix de la commune et de sa stratégie pour récupérer ces fameux 100 000 €. Alors, tout de suite, on pense à la faute pénale, au juge pénal. L'idée serait donc qu'on poursuive le comptable indélicat devant le juge pénal en faisant jouer l'action civile. Pour cela, encore faudrait-il qu'on soit dans le cadre de faute personnelle détachable du service. Donc, nous allons avoir devant le juge pénal le débat de savoir si la faute est personnelle et qu'elle est détachable du service. Et le risque évident, c'est que le juge pénal dise bah oui, il y a bien une infraction, il y a bien une condamnation, mais on n'est pas dans le cadre, d'une faute personnelle détachable du service. Et donc, tant pis pour la commune, il n'y a rien à récupérer. J'ose aussi vous rappeler que l'infraction commise par un agent de l'État ne permet pas d'engager l'action civile au pénal contre l'État. C'est l'article 121-32 du Code pénal. Donc là encore, l'action pénale risque d'amener, si vous voulez, à une impasse. Alors l'autre solution, c'est d'agir contre l'employeur du comptable public, à supposer que le gestionnaire public indélicat soit un comptable public. Et là, les choses sont un peu plus simples parce que l'employeur du comptable public, c'est l'État, donc il va falloir agir devant le tribunal administratif pour demander la condamnation de l'employeur à assumer les conséquences financières de la faute de service. Ça, c'est ce qui me paraît le plus simple, c'est ce qui me paraît le plus cadré, c'est ce qui me paraît le plus aléatoire.
même si les juridictions administratives ont un peu de difficulté à sanctionner l'État, mais elles se soignent, ça va un peu mieux. La dernière solution, c'est de dire on est en présence d'une faute détachable du service et à ce moment-là, d'agir devant le juge civil contre le comptable indélicat. Il faudra qualifier la faute personnelle détachable du service, il faudra vérifier si l'État a compensé ou pas, se posera la question de l'action récursoire, mais tout cela me paraît parfaitement possible. Un petit mot, et j'en termine par là, sur l'affaire du cumul des sanctions. Je ne vois pas de difficulté à ce qu'un gestionnaire public indélicat soit sanctionné de façon financière par la Cour des comptes, de façon disciplinaire par un supérieur hiérarchique et au pénal ou au civil. Nebis in idem ne s'applique pas à ce cumul de sanctions. En revanche, nebis poena in idem s'applique, c'est-à-dire que le cumul de ces 4 sanctions ne doivent pas dépasser le montant le plus important prévu pour ces différentes sanctions. Donc, évidemment, c'est très difficile, alors que le système n'a pas été mis en place, de savoir s'il y aura une pénalisation ou pas. Je n'en suis pas certain. Il me semble que le vrai sujet, c'est comment récupérer l'argent quand l'argent a disparu, et on aura plus de chances d'obtenir condamnation devant le juge administratif ou devant le juge civil. Pardonnez-moi d'avoir été trop long.